Je disais donc qu'il y a des divisions de la production cinématographique qui sont chargées d'analyser les comportements des consommateurs. Voilà pourquoi le cinéma engage autant de monde, parce qu'elle ne traite que les sujets dont la plupart d'entre nous manifestent un intérêt. Donc la vraie question maintenant, c'est comment le cinéma présente la société. Qu'est-ce que le cinéma veut bien nous enseigner dans leurs messages qu'ils veulent bien qu'on puisse interpréter? Qu'est-ce qu'ils veulent bien qu'on puisse avoir dans notre tête? Eh bien, je vais vous les montrer actuellement parce que les histoires des films sont magnifiques. Ils sont magnifiques, ils sont inspirantes, ils sont passionnants. À se demander si réellement il y a des gens qui vivent des histoires pareilles. C'est trop beau pour être vrai des fois, mais il y a plusieurs sortes de films, comme je l'ai dit. Des films bibliographiques qui racontent les histoires des personnes, des histoires vraies, des films documentaires. Il y a des films fantastiques maintenant qui sont un peu dans les imaginations. Et ces histoires-là nous inspirent tellement qu'on veut être comme ces personnes-là. Pourquoi? On veut être ces personnes-là qu'on voit à l'écran qui deviennent d'un coup nos héros, ils deviennent nos idoles, ils deviennent nos pensées, une obsession continuelle. Qu'est-ce qui fait qu'on aime ces personnes-là? Ce qui fait qu'on aime ces personnes, c'est les billets d'association qu'on accorde à ces histoires avec nos propres vies. C'est-à-dire qu'on associe leur vie aux nôtres et on se dit, ah, j'ai vécu la même chose. Ah, j'aimerais être comme celui-ci. Oh, j'aimerais vraiment changer ma vie et commencer à vivre ce genre d'histoire en entamant le même processus de vie que cette personne ici. Mais ce qu'on oublie, c'est que le cinéma, il est fait d'après une récolte de données générales. C'est-à-dire qu'ils ont analysé la société d'une façon générale et ils n'ont plus que le bonne déduction pour en faire un film. Ces personnes qui nous inspirent sont parfaitement taillées à notre intellect, ce qui fait de le bon et nous le mauvais. Et pourquoi la société veut nous présenter comme étant le mauvais? Parce qu'ils veulent qu'on puisse consommer. Le premier message d'un film est toujours publicitaire. C'est de la propagande, c'est-à-dire que tout ce qu'on présente dans un film, c'est pour que vous puissiez vous en inspirer et changer votre vie, commencer à prendre des actions, vous habiller comme pareil, parler pareil, avoir une connaissance pareille. Ces personnes-là ne présentent pas que leurs histoires, ils représentent aussi des caractères. Ils présentent aussi des caractères, comme le professeur dans Casa de Papel. Il présente un caractère de quelqu'un de très intelligent qui prévoit tout. Mais tout le monde veut devenir ça. Tout le monde veut devenir comme ça. Et donc, pour devenir comme ça, dans le cinéma, il faut vous pousser à consommer, vous poser par exemple à aller dans les bibliothèques, consommer. Parce que là maintenant il y a ce qu'on appelle la double marketing. Si on vous présente par exemple un film comme Netflix vous présente par exemple un film comme Casa de Papel, il y aura ce qu'on appelle la double marketing. On va créer par exemple des connaissances, un livre qui vous donne des connaissances pour savoir comment planifier des choses comme ça. Et ça c'est maintenant, ça s'appelle la double marketing. Mais ça c'est maintenant dans une autre partie des films qui consiste maintenant à vendre les produits présentés dans les films. Comme j'ai dernièrement avec Aladdin, j'étais parti les voir au cinéma les jours de sa sortie. Ils vendaient les figurines des personnes qui étaient dans les films directement les jours du cinéma à l'entrée. Donc là, vous pouvez voir des double marketing, c'est-à-dire que là, j'ai la figurine chez moi. Quand je regarde, à chaque fois que je regarde ça, moi, Aladdin, je dois encore revoir ça. C'est-à-dire que j'augmente de vue et là, pour eux, ça les fait gagner. Et c'est moi les manipuler. Ouais. Et qu'est-ce que moi je gagne? Moi, je ne suis que en train de consommer des histoires. Ces caractères-là sont parfaitement taillés, comme je l'ai dit. Ils sont taillés parce que ce sont des résultats d'études des comportements généraux de toute une société. Et ils sont taillés, bien sûr, pour influencer nos comportements. Mais on ne va pas se mentir, nous sommes dans une société de consommation. Les entreprises dominantes utilisent constamment le marketing pour influencer nos actions. Quel message marketing véhicule le cinéma pour changer nos habitudes? Comme vous allez le voir, c'est plus grand que seulement du simple marketing. Partons d'abord d'une base simple. Nous sommes dans une société dont les règles sont déterminées par ceux qui nous dirigent. L'État et les entreprises qui nous dirigent sont élus par nous, le peuple. Je vous explique. C'est nous qui vont élire les gouvernements ou les responsables politiques. En tout cas, dans tout pays démocratique, c'est le peuple qui élise les responsables politiques, qui donnent de la crédibilité à des entreprises pour dominer un pays. C'est nous qui donnons la force à Facebook, à Google. C'est nous, le peuple. C'est-à-dire que c'est nous qui les mettons là. Et on leur donne un pouvoir pour nous diriger. Ils défendent des idées et dans la majorité des cas, ils défendent des idées populaires qui représentent soit une majorité, soit une minorité de la population. Ils se retrouvent donc dans l'obligation de faire adhérer une grande masse de la population à leurs idéaux pour avoir une majorité lors de l'élection, de l'autre part, ou lors de la concurrence avec une autre entreprise. L'économie est dominée par les grandes entreprises. Et les grandes entreprises aussi cherchent aussi à faire les profits en intéressant plus de monde grâce au marketing qu'ils proposent à la population. Les peuples se retrouvent donc comme les cobayes de l'État et des entreprises. Alors là, ça évoque encore d'autres questions, vous voyez. Alors, de quelle façon l'État et les entreprises se servent de médias et plus particulièrement du cinéma pour influencer nos comportements? De quelle façon? Comme je l'ai dit tantôt,
le cinéma, c'est surtout pour véhiculer des messages publicitaires, des propagandes et tout ça. Dans un film, par exemple, vous voyez un acteur qui va atteindre sa mission ou son but parce qu'il avait adhéré à des idéaux communistes. Quel est le message que vous pensez que les films veulent bien véhiculer? Bien sûr que c'est un message communiste. Par exemple, dans un film, vous voyez un acteur qui trouve son pouvoir grâce à une compagnie qui faisait des recherches dans un laboratoire. Et là, qu'est-ce qu'on a comme message là? On doit permettre au gouvernement de faire des tests scientifiques sur les humains. C'est-à-dire, on doit permettre au gouvernement d'avoir un certain contrôle. Dans un film, par exemple, scientifique ou fictionnel, on voit un acteur qui se fait contrôler par le gouvernement pour éviter à se faire tuer dans une situation, et là on a comme un contrôle, la surveillance des masses. Vous voyez, c'est-à-dire que ce sont des messages un peu subconscients qu'on reçoit des cinémas, et c'est de cette façon-là que les entreprises profitent aussi. Parce qu'une fois qu'on leur présente ce genre de messages, des films-là, et bien les entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils font? Ou les entreprises, ils investissent dans ce domaine-là et pour proposer des réalités que l'on est en train d'imaginer, qui peuvent être possibles. Parce que un film se base surtout sur une réalité logique, c'est-à-dire une réalité qui peut se produire. On le sait tous que l'État essaie de toutes les manières à contrôler l'opinion de son peuple en lui suggérant des comportements à adopter. Plusieurs études ont montré qu'un humain, avant de prendre une décision, il a un comportement naturel qui consiste à se tourner vers les autres. Ça s'appelle la loi d'unité mentale de la foule. Et cette loi est évoquée dans la théorie des foules de Gustave Le Bon, un écrivain dont je vais faire d'ailleurs un commentaire bientôt. Alors la question se pose, mais comment les puissants manipulent les informations que consomme la foule? Je vais être un peu plus bref. Ça s'appelle la théorie de la propagande. L'essayiste américain Walter Lippmann publiait alors dans son premier ouvrage consacré à l'opinion publique, le Public Opinion en 1922, et même dans son deuxième ouvrage des fantômes publics en 1925, des ouvrages ici qui s'inspiraient aussi des travaux de Gustave Le Bon et de Gabriel Tarde sur la psychologie des foules. Lippmann, qu'est-ce qu'il disait? Il voyait l'opinion publique comme une masse ignorante, peu rationnelle et très suggestible qui se laissait avoir par les comportements de la foule. C'est qu'une majorité adoptée, tout le monde l'adhérait. Donc le livre, il y a aussi un livre de Serge Tchakotin, Les viols des foules par la propagande politique, en 1939, qui illustre bien l'idée de la manipulation mentale. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les citoyens sont considérés comme passifs face à des médias tout-puissants. Les citoyens, ils sont soumis à l'information que les médias leur apportent. Ils n'ont aucun contrôle. Si aujourd'hui on vous dit qu'il y a un virus qui vient de naître en Chine et qu'un média puissant relaie ça, et ça devient une réalité pour toute une population. Et si ces médias-là continuent encore à perpétuer cette information, ça devient une vérité. Et même si c'était parti d'une idée mensongère, c'est ce que je veux dire par là. C'est-à-dire, c'est comme disait Hitler. Hitler disait, si on vous ment 10 000 fois, le mensonge reste un mensonge. Et si on vous ment 1 million de fois, le mensonge devient quoi? Une vérité. Hitler le disait. Vous voyez déjà le contrôle, le contrôle de la masse que Hitler avait en tête. Mais il y a aussi une deuxième théorie aussi qui parle un peu du contrôle de la masse, c'est la théorie de l'agenda. C'est une théorie formulée dans les années 70. C'est cette théorie qui dit que les médias agissent sur l'opinion. Donc là, j'inclus aussi le cinéma dans les médias. Comment est-ce qu'ils agissent sur l'opinion? Les médias ne disent pas aux gens ce qu'ils doivent penser, mais à quoi ils doivent penser. C'est-à-dire qu'ils vous contrôlent, mais sans vous dire qu'ils sont en train de vous contrôler. Ils vous disent, ils vous suggèrent à quoi vous devez penser. Ils vous disent pas ce qu'il faut penser. S'ils font ça, ça serait comme vous obliger à faire quelque chose. Ils vous disent à quoi. Ils disent que faire ça, c'est bon. Ils disent que les Africains, quand ils ont des ressources, il y a des guerres. On va les tuer. Il faut qu'ils se battent entre eux. Quand ils ont des ressources, il faut qu'ils créent des guerres. C'est ce que les véhicules les médias actuellement. Ils disent à quoi ils doivent penser. Ils vous montrent à quoi est-ce que vous devez penser. Vous voyez, à chaque coin de l'Afrique où il y a des minerais, il y a toujours des conflits. Pourquoi? Ça, c'est une idée que véhiculent les médias. Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on puisse déduire de ça? C'est-à-dire qu'ils veulent qu'on puisse déduire à chaque fois que s'il y a une place où il y a des richesses, il y aura des conflits. Donc il ne faut pas aller dans ce domaine-là. Il ne faut pas essayer d'aller chercher comment est-ce que vous devez changer votre pays en exploitant les ressources minières qui sont à l'intérieur. Pourquoi? Parce que les médias et les oligarques qui contrôlent le monde, ils ne veulent pas une certaine autonomisation de l'Afrique, l'autosuffisance de l'Afrique. Ils ne veulent pas savoir là pourquoi est-ce qu'ils... C'est eux qui contrôlent d'ailleurs les médias. C'est eux qui posent les bases et essayent de manipuler l'opinion. Voilà pourquoi est-ce qu'il ne faut pas croire tout ce que vous regardez, tout ce que vous écoutez. Pas manger tout. Il faut être sélectif. Il y a beaucoup de recherches en sociologie surtout qui ont démontré que chaque public, il filtre l'information, ensuite réinterprète cette
cette information et se réapproprie l'information à sa manière. C'est-à-dire que les Africains, ils vont filtrer l'information, ça va passer, vous allez interpréter, donc vous allez vous réapproprier l'information, ça va devenir une identité. Les Africains, vous allez toujours vous considérer comme étant sous-développés parce que vous avez adopté des informations qu'on vous a léguées, des informations qui vous ont été données comme étant un Africain ne peut pas faire quelque chose, un Africain il est toujours dominé. Vous savez, les informations sur l'exploitation ou les explorations ou l'esclavagisme, la traite négrière, ces informations-là, est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? C'est-à-dire qu'on doit toujours douter de tout, il faut interroger bien l'histoire. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? Est-ce que les Africains, ils ont laissé les Blancs entrer en Afrique? Est-ce qu'il n'y a pas eu une lutte? Est-ce qu'il n'y a pas eu de guerre? Il faut interroger bien l'histoire. La colonisation, moi je n'y crois pas. Je crois qu'il y a eu des entreprises qui ont dominé certains coins de l'Afrique et à cause du soudoiement, de la corruption qu'ils sont en train de combattre aujourd'hui. Ils ont dominé l'Afrique à cause de la corruption et aujourd'hui ils sont en train de combattre ça en Afrique. Personne n'a été esclave ici. Vous étiez vos propres esclaves et c'est votre histoire. Ils veulent attribuer à l'Africain cette image-là de l'esclave alors qu'eux, ils ont été des esclaves pour eux-mêmes. Ils ont été des esclaves pendant longtemps, pendant des siècles. Et ils veulent que l'Africain puisse avoir cette image-là. Mais non, il faut arrêter parce que l'Africain, en interprétant ça, il se met sous l'échelle au lieu d'être sur l'échelle. L'Africain, il doit être celui qui est en train de faire évoluer ce monde et non celui qui est en train de subir ce monde. Quelle technique ils emploient maintenant pour contrôler des histoires qu'ils nous présentent à la télévision? Ah, mais la suite, c'est ça. On va évoquer ça dans un autre épisode, dans la partie 2 qui va sortir bientôt.